Bonjour, alors je vais reprendre le cours sur le HTML. Donc je vous avais indiqué d'aller chercher ce logiciel-là qui est gratuit, Visual Studio Code. Bon, il y a celui-là, alors oui, effectivement, il a des trackers apparemment. Bon, je ne sais pas si c'est très grave ou pas, je ne suis pas très bien renseigné sur le sujet. Il y a d'autres outils gratuits comme Bracket.io, c'est celui-là, je l'ai là. Lui, il est gratuit, lui, c'est un payant, il fait la même chose. Donc bon, vous pouvez télécharger soit Bracket, soit celui-là qui s'appelle Visual Studio Code. Voilà, bon. Une fois que ces logiciels sont installés, bah, vous pouvez aller dedans. Donc là, moi, je vais rester dans Visual Studio Code. Faire nouveau document. Donc pour faire nouveau document, bah, fichier, file, new file, hein, voilà. Et on va aller l'enregistrer, hop, sur le bureau. Donc moi sur le bureau, j'ai fait un dossier HTML et j'ai fait une première page index.html. Donc moi je l'ai déjà fait, je ne vais pas le refaire. Donc on commence par faire ça et ensuite on va faire encore un nouveau fichier. On l'enregistre tout de suite et on l'appelle style.css. Moi chez moi c'est déjà fait. Voilà. Donc le HTML, c'est le langage du web. Alors, il n'y a pas que celui-là, il y a d'autres langages hein, qui sont comme le JavaScript, le PHP, etc., dont on se sert pour faire des sites web. Mais site web, il y a forcément du HTML. Si je vais, premier site au hasard là sur lequel je suis, en faisant afficher le code source de la page, bah voilà, j'ai du HTML, tout ça c'est des balises HTML, hein, ça commence par HTML ici, enfin bon, il y a deux, trois petites choses au-dessus, voilà, mais tout ça c'est du HTML, quoi. Alors, on peut faire un site internet sans forcément écrire du HTML, parce qu'avec WordPress, etc., Wix et compagnie, on fait des sites sans faire du HTML vraiment, quoi, sans écrire du HTML, mais au final, c'est toujours du HTML qui est généré, HTML plus éventuellement des petits morceaux d'autres codes. Voilà. Alors, c'est pas mal en fait de savoir un petit peu comment tout ça fonctionne après, quand on utilise des outils comme des constructeurs de pages, et ben, quand on utilise ces outils-là, et ben, en réalité, on génère du HTML et du CSS, quoi. Voilà. Alors, donc, pour commencer, on va aller voir la base de la base pour du HTML. Alors, moi, j'ai déjà tout mis ici, là, mais donc, on va l'écrire, allez, je vais l'écrire, HTML. Donc, généralement, on commence par déclarer que notre page, c'est du HTML, que notre fichier, c'est du HTML. Donc, pour ça, on met une balise ouvrante et une balise fermante. Ça, c'est le début de ma page et ça va être la fin. Le HTML, c'est toujours comme ça. C'est toujours une balise qui ouvre avec une balise qui ferme. Généralement, il y a quelques exceptions qui sont les balises auto-fermantes, mais la logique, c'est ça. Ensuite, dans le HTML, j'ai toujours head, voilà, slash head, et body, slash body. Donc, qu'est-ce qu'on constate, en fait? C'est qu'on a toujours, voilà, des balises dans des balises. En fait, ça fait, on va dire, des boîtes dans des boîtes, quoi. C'est-à-dire que on est ici, elle s'ouvre ici, elle se referme là. Là, elle s'ouvre ici, elle se referme là. Et ça va être toujours comme ça, en fait. C'est-à-dire que dans mon body, je vais pouvoir mettre un paragraphe. Donc, je vais mettre une balise P avec un petit bout de texte. Voilà. Et ça va se refermer. Donc, ma balise P, elle est dans ma balise body, qui elle-même est dans la balise HTML. Et je vais pouvoir ici mettre d'autres balises. Alors, ici, si j'ai un paragraphe, je pourrais mettre ici une balise H1 slash H1 et ici dire que c'est un titre. Donc, une balise H1, H2, H3, H4, 5, 6, ce sont des titres, des niveaux de titres. Et en dessous, ce sont des paragraphes. Voilà. Donc, la logique, c'est ça. Donc, faire ça, c'est pas bon. Voilà. Ici, je peux pas faire voilà, des imbrications comme ça. C'est forcément des balises dans des balises. Et même ça, mettre un paragraphe dans un titre, c'est pas possible, quoi. Mettre un H1 dans un titre, c'est pas possible non plus, quoi. Je peux pas avoir un titre au milieu d'un paragraphe. Il est possible que le navigateur l'interprète correctement, mais c'est pas très propre de faire ça, quoi. Voilà. Voilà, donc je vais annuler ça.
Voilà. Donc la structure, ça fonctionne comme ça, hein. C'est toujours des balises dans des balises qui s'ouvrent, qui se ferment, et on met des boîtes dans des boîtes, quoi, en gros, hein, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'on a vu d'autre pour faire rapide? Donc le head. En fait, ce que je mets dans le body, c'est ce qui est visible sur ma page. Et dans le head, c'est des choses qui ne sont pas visibles sur la page, comme par exemple le titre de la fenêtre, hein. Le titre de la fenêtre, c'est quand je suis sur site, ici c'est ça, hein, voilà. Donc ça fait pas partie du contenu de la page. Le contenu de ma page, il commence ici avec le menu par exemple. Et je vais avoir d'autres petites indications, comme par exemple, qu'est-ce qui se passe quand je partage cette URL sur les réseaux sociaux, où se trouve mon fichier de feuille de style, voilà, j'ai différentes choses, l'encodage de mes textes. Donc je vous montre quelques petites choses qui sont plutôt importantes. Donc il y a cette balise-là que je dois mettre dans le head. Celle-ci, elle va permettre d'interpréter correctement les caractères accentués. Si ici j'écris fenêtre, voilà, et que je fais charger cette page, alors elle est là, voilà, donc fenêtre s'écrit correctement, le caractère accentué est correctement interprété. Si je ne mets pas ça, voilà, le navigateur ne sait pas quel est l'encodage de mes caractères, donc je ne vais pas vous expliquer le détail de tout ça, mais bon voilà, en fait ça lui permet de faire de comprendre comment interpréter les caractères accentués. Voilà. Une autre balise qu'on va retrouver souvent, c'est la balise title. La balise title qui est ce dont je vous parlais, ce qui permet de définir le titre de la fenêtre. Donc ça c'est un élément qui est important pour le référencement, mais on verra plus tard. Donc là, le titre dans ma fenêtre, c'était index.html. Si je recharge, j'ai bien le titre que j'avais mis ici, le titre de la fenêtre. Voilà. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre aussi ici? Alors, ouais, là, c'est le lien vers ma feuille de style. Donc, je vous ai fait faire ici, alors, je vais fermer ça, une page index.html, une feuille de style, style.css. Le style, lui, c'est là-dedans que je vais mettre les attributs graphiques. Je vais dire que mes titres, ils sont en rouge et que mes paragraphes, ils ont un fond jaune, par exemple. Donc, mais il va falloir que je relie les deux. Il va falloir que je relie la page HTML à la feuille de style. Et ça, pour la relier, en fait, il faut aller mettre ce bout de code qui existe là déjà. Donc, je dis que c'est un lien vers une feuille de style. Ça va être du texte et du CSS. Et le fichier, eh ben, il est... c'est le fichier style.css. Alors il le trouve parce qu'il est dans le même dossier, hein, c'est son frère quoi, dans le dossier. Si j'avais fait un dossier comme ça, CSS, parce que j'en mets plusieurs, hop, CSS, et je l'avais mis à l'intérieur, eh bien il aurait fallu faire comme ça, CSS slash, et lui dire d'aller pour le retrouver, quoi. Voilà, donc moi je vais le laisser au même niveau. Voilà, je vais enlever ce dossier. Voilà, donc il faut bien faire gaffe à ça. J'ai eu plusieurs cas ce matin de gens qui n'avaient pas enregistré les fichiers au bon endroit. Ils avaient le CS, ils avaient un index.html, mais ils en avaient créé un autre qu'ils avaient mis dans leur dossier à la racine de leur compte. Les trucs n'étaient pas associés, ils faisaient des modifications de leur côté, ça marchait pas. Donc, il faut vraiment faire bien attention à ça, bien faire un dossier et s'assurer que tout ce qu'on fait, ça se passe bien ici, qu'il n'y a pas une copie du CSS qui est ailleurs, etc. Parce que c'est arrivé souvent, et moi ça m'est arrivé aussi, voilà, de faire ce genre de truc. Alors, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Donc, on va rester là déjà sur le HTML, et on verra le CSS après, qu'est-ce qu'on fait. Alors, donc ici, je vous ai montré la balise H1 qui permet de faire un titre, une balise P qui permet de faire un paragraphe. Donc généralement une balise P, un paragraphe c'est un petit peu plus long, donc moi je vais aller chercher des textes ici sur Wikipédia. Alors là j'ai rajouté un petit peu des choses, on va en prendre une plus simple, ici on va commencer par celle-là. Voilà. Donc pour l'instant elle est comme ça. Alors là, il se trouve que lui, si je fais pas de retour à la ligne, là, bah, il me le met comme ça. Donc, quand je fais du HTML, je peux tout à fait ici, si ça m'arrange, faire des retours à la ligne.
le navigateur n'en tiendra pas compte. Ça ne change absolument rien. C'est-à-dire que moi, je peux faire, si je fais ça comme ça, voilà, j'ai mis un retour à la ligne après fondateur. Là, si je fais recharger, il n'y a pas de retour à la ligne après fondateur. Si je veux mettre un retour à la ligne, il ne faut pas que je fasse moi un retour à la ligne comme ça. Hein, ça ne marche pas. Il faut que je mette un code qui est une balise auto-fermante /br, une balise auto-fermante parce que c'est un point unique. Il n'encadre pas quelque chose, quoi. Voilà. Donc si je fais ça, maintenant j'ai bien un retour à la ligne ici. Alors un retour à la ligne, c'est pas deux paragraphes. Hein. En français, c'est pas la même chose. Hein. Voilà. Alors, c'est pas mal de faire d'écrire avec une certaine indentation. C'est-à-dire que quand ici j'écris HTML, mon HTML il se retrouve en dessous, head avec /head il se retrouve en dessous, c'est plus facile de s'y retrouver quand on écrit du code. Hein, là dans body j'ai une balise H1, en dessous au même niveau j'ai une balise P. Alors ce que je pourrais faire c'est pour retrouver là où elle se ferme, hein, faire comme ça. Je peux tout à fait l'écrire comme ça, ou comme ça, tout coller, enlever tous ces retours à la ligne, etc. Alors c'est même plutôt recommandé pour faire du code qui soit un petit peu plus léger, un petit peu optimisé, mais c'est pas, quand on est en train de l'écrire, c'est moins évident, quoi. Voilà. Hein, si je recharge ça, il n'y a rien qui change, quoi. Alors que, voilà. C'est juste que mon fichier va être un petit peu plus lourd parce qu'il y a plus de lignes, il y a plus de texte, donc ça, c'est quelque chose auquel on fait attention aujourd'hui. Voilà, donc pour l'instant, on a vu deux balises HTML, H1, P, enfin bon, hormis les balises de structure. Je vous ai montré d'autres. Qu'est-ce que je vous ai montré d'autre? Oui, pour mettre du gras, par exemple ici, si je veux mettre licence Creative Commons en gras, eh bien, c'est pas du CSS, c'est vraiment du HTML, parce que le gras a du sens. Le gras, ça veut dire que c'est des mots plus importants. Et pour le référencement, un mot en gras aura plus de poids. Voilà, un mot en gras, un mot strong, c'est pas seulement le fait qu'il soit écrit en gras et visuellement écrit en gras, c'est que dans la compréhension de mon texte, ce mot-là est plus important. Voilà. Et donc il pourrait être plus important et pas forcément être écrit en gras, il pourrait être d'une autre couleur ou surligné. On aurait pu appliquer, on peut dire en CSS que le strong, eh ben, il n'est pas gras et il est juste surligné ou autre, quoi, voilà. Je peux mettre aussi, si je fais une citation, le mettre en italique, et là je vais mettre EM. Voilà. Dans les balises de texte, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu en cours, je peux vous en parler là, c'est les listes. Voilà, si je fais ça, là je déclare qu'il va y avoir une liste, et ici c'est mes items, non c'est LI, pardon, voilà, et là je vais avoir, alors je pourrais avoir une liste de, je sais pas quoi, la liste des animaux, de la jungle, hein. Donc on va mettre lion, voilà. Girafe, c'est ce qui me permet de faire des listes à puces, de faire ça, voilà. Et ça, en fait, les listes à puces, c'est ce qui me permet de faire des menus, par exemple. Voilà. Là, je peux dire en sorte que ça, c'est cliquable, etc. Voilà, donc ça, on l'avait pas vu, mais bon, ça, je le mettrai pas à l'examen, c'est juste comme ça, à titre d'info. Dans les autres éléments qui permettent de faire qu'on peut trouver dans le HTML, dont on va se servir souvent, c'est par exemple le fait de faire un lien. Si je veux que, ici, en cliquant sur Wikipédia, j'aille sur le site de Wikipédia, eh bien, il va falloir que je fasse une balise A. Voilà. Donc, à partir de ce point, le mot Wikipédia va être cliquable, et après, à partir d'ici, ce qui suit ne sera plus cliquable. Alors, si je fais ça, et que je recharge, alors ça dépend des navigateurs, mais parfois ça marche, des fois il le rend bleu avec rien, mais là ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'en fait il faut que je lui dise où aller. Donc là il va falloir que je rajoute un attribut, voilà, Wikipédia, et là il va falloir que je mette l'URL de Wikipédia, donc Wikipédia. Donc je prends l'URL, je fais un copier, je la colle ici, bim, et là
Wikipédia maintenant est cliquable et si je clique dessus, j'arrive bien sur la page d'accueil de Wikipédia. Voilà. Alors, on avait vu aussi pour mettre des images. Alors, oui. Alors, il y a deux choses différentes. Pour les images, je peux soit, moi, j'ai une image ici chez moi sur mon ordinateur, et si je copie ça en ligne sur mon serveur, et par exemple, bah, je peux mettre un fichier, un dossier dans lequel je vais mettre toutes mes images. J'aurais parfaitement pu la mettre en dehors de ce dossier, la mettre ici. Voilà, mais moi j'ai décidé de faire comme ça. Et donc pour cette image, alors cette image, moi je l'ai récupérée sur Internet. Je suis allé taper chaton. Je suis allé dans Google Images. Voilà. Alors c'est pas forcément, je crois qu'on peut pas toujours les ouvrir. Si là ça marche, ouvrir l'image dans une nouvelle fenêtre. Voilà, là ça marche, je peux la récupérer. Je peux faire enregistrer l'image sous. Alors un no.jpg, voilà, ça marche, je peux faire comme ça. Parfois, je peux la prendre, faire glisser, déposer, et la poser sur mon bureau. Ça marche pas toujours, quoi. Voilà, il y a des fois, en fonction de la façon dont est codé le site, on ne peut pas forcément toujours récupérer les images sur Internet, quoi. Voilà. Alors, on peut faire comme ça. Sinon, alors là, j'avais fait ouvrir l'image dans une nouvelle fenêtre. Alors là, par contre, je n'ai pas son URL. Voilà, c'est un petit peu bizarre. Je vais pas pouvoir la récupérer, celle-là. Voilà, si je vais ici et je vais la voir dans son environnement sur le site internet. Voilà, là j'ai une image. Si je fais clic droit, alors ouais, j'accepte. Si je fais clic droit, ouvrir l'image dans une nouvelle fenêtre, voilà, je récupère bien l'URL de mon image. Ça commence bien par HTTPS, j'ai l'URL complète et ça finit par .jpg. Donc là, j'ai l'URL d'une image. Donc je peux faire copier cette URL, voilà. Et ensuite, ici, bah, mettons qu'en dessous, je vais y mettre une image. Je vais mettre cette image-là, je vais mettre img bim src égale. Voilà, je vais fermer ça. Et ici, alors non, c'est une balise auto-fermante, il faut que je mette slash à la fin, pas de point. Et ici, je colle l'URL de mon fichier image. Et si je recharge ma page, bim, je vais chercher ça, je vais recharger, et là, j'ai bien mes petits chatons. Alors, j'ai affiché une image distante qui n'est pas sur mon ordinateur, qui est en ligne ailleurs. Si je fais ici, ouvrir l'image dans une nouvelle fenêtre, elle est toujours chez sionsevi.avenir. Elle n'est pas sur mon site, enfin elle est visible sur mon site, mais elle est ailleurs, quoi. Et je peux tout à fait afficher une image qui n'est pas distante, mais qui est sur mon ordinateur, qui est à côté de mon fichier. Et là, donc, elle est dans le dossier image, et elle s'appelle chaton.jpg. Donc pour ça, il faut que je lui dise image slash chaton.jpg. Voilà. Donc c'est bien ça ici. J'ai mon fichier index.html et je lui dis d'aller voir dans image et dans image d'aller chercher chaton.jpg. Voilà. Si index.html était dans un autre dossier au même niveau, ça marcherait pas, quoi. Voilà. Alors généralement, ça j'en ai pas parlé aussi, mais généralement ici on met un texte alternatif qui est une alternative à l'affichage de l'image. Je reviendrai dessus, c'est un truc qui est important dans le web pour différentes raisons, pour l'accessibilité, pour le référencement. Hein, ici normalement je devrais mettre photo, alors, ou mettre jeune chaton, je sais pas quoi, voilà, mettre quelques mots qui sont une alternative à l'affichage de l'image. Voilà, je vais revenir sur cette notion plus tard, qui est importante. Voilà, donc si je recharge ma page, voilà, j'ai bien mon image qui apparaît ici. Donc l'image, elle apparaît à sa véritable taille. Donc ça, c'est une image, si je veux savoir sa taille, je fais ouvrir l'image dans une nouvelle fenêtre. Et lui, il m'indique, alors Safari, je ne sais pas si tous les navigateurs le font, mais en tout cas, un certain nombre de navigateurs font ça, me donne l'image, la taille de mon image, 544 pixels. Donc c'est pas mal d'avoir une idée de ce que ça représente 1000 pixels, ce que c'est 500 pixels, ce que c'est 2000 pixels, 8000 pixels, qu'est-ce que c'est, quoi. Donc 500 pixels, c'est ça, par rapport à mon écran, c'est à peu près
un petit tiers, un gros tiers même, non plutôt, ouais, une petite moitié, on va dire. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait vu d'autre dans le HTML? Si je vais ici, non, on a vu les liens, strong, etc. Oui, voilà. Alors, maintenant, on va passer au CSS, c'est-à-dire qu'ici, voilà, j'ai un titre, j'ai un paragraphe, j'ai des liens, j'ai des listes à puces et j'ai une image. Maintenant, je vais faire un peu de graphisme, je vais faire un peu de design. Alors, ça va être assez léger, mais bon. Je vais dire par exemple que mes titres H1, alors ce que je vais faire, non, c'est je vais faire 2 paragraphes, je vais faire comme j'ai fait là, je vais récupérer ce que j'ai ici, ah bah même je vais copier, je vais coller tout ça, allez, soyons fous. Et j'ai mon chaton, j'ai tout ça là, voilà. Alors je vais... voilà, j'ai 2 paragraphes, je vais enlever ça, là, je vais enlever les classes, ça on verra plus tard. Voilà, donc pour l'instant, qu'est-ce que j'ai si je recharge? Alors j'ai pas mes listes à puces que j'ai perdues, c'est pas grave, je vais les remettre. Bon, là j'ai des diffs qui se baladent, je vais les enlever. Hop. Là c'est pareil. Et je vais aller mettre mes listes à puces que j'avais fait tout à l'heure, donc UL, paf, LI. Là j'avais lion, et là j'avais girafe. Voilà. Et je vais recharger, donc j'ai bien un titre. Alors, allez, soyons fous, on a du temps. On va mettre des balises H2, pardon, slash H2, avec ici un sous-titre. Voilà. Et je vais mettre une autre balise H2, H2, bim, avec un autre sous-titre. Voilà. Donc, si je recharge ça, donc lui, il interprète, alors j'aurais dû mettre une majuscule quand même, là ça fait un peu mal aux yeux. Voilà, donc lui en fait, le navigateur, on lui dit que c'est du H1, donc il met du gras et il écrit un peu plus gros. Il voit, on lui dit strong, donc il met du gras. On lui dit que c'est un lien, donc il écrit en bleu, il souligne. C'est une espèce de norme comme ça qui est depuis le début d'Internet. Par défaut, les liens, ils sont soulignés, ils sont en bleu. On pourrait dire que c'est tout autrement. Ici, c'est pareil, mon H2, eh ben, il est écrit en gras, plus gros, mais plus petit que mon H1. Si j'agrandis comme ça que je vois les deux, ça c'est un peu plus petit que ça, voilà. Donc moi je vais pouvoir intervenir sur tout ça. Et donc intervenir sur tout ça, c'est via mon fichier CSS, donc qui est relié, hein, mais qui pour l'instant est vide. Donc je vais dire par exemple que H1, c'est... Alors c'est toujours écrit comme ça, hein, c'est-à-dire que là j'écris mon code HTML, voilà, et je mets entre accolades, et derrière je vais mettre par exemple color 2.red. Alors ici j'en mets qu'un, donc je peux écrire comme ça va marcher. Voilà, il va bien passer, mon titre passe bien en rouge. Je peux mettre d'autres choses. Je peux dire qu'il est rouge, mais qu'il a une bordure, qu'il est encore 27, etc. Et donc, si j'en ai plusieurs, il va falloir que je mette des points-virgules entre chaque. Donc, il y a color, qui est un attribut. Je peux mettre font size. Et là, allez, je vais lui mettre 12 pixels. Et là, donc, on va voir que mon titre, il va être franchement réduit. Voilà. Donc, je peux le mettre aussi beaucoup plus gros. Je peux lui mettre font size 50 pixels, par exemple. Voilà, donc là, il me l'a écrit bien gros. Voilà, je peux mettre plein de choses. Font family. Alors là, je peux lui dire que c'est aller de l'Arial pour mettre une typo bâton. Donc il va chercher Arial. S'il ne trouve pas Arial, il va mettre Helvetica. Et sinon, il va chercher dans les familles de typos qui sont sans sérif, c'est-à-dire les polices sans empattement, qui sont droites. Donc là, si je fais recharger, j'ai bien une typo bâton qui n'est pas avec un empattement comme ici, il n'y a pas les petites barres sous le N, etc. Sur les barres du U, etc. Là, c'est une typo droite. Voilà. Donc, si j'ai plusieurs attributs comme ça, voilà, je peux aussi écrire comme ça pour m'y retrouver plus facilement. Voilà. Donc là, j'agis sur
le H1, j'en ai qu'un sur ma page. Donc on va voir que ici des H2, j'en ai deux. Donc je vais faire à peu près la même chose. Je vais mettre H2, accolade. Je vais mettre color, deux points. Je vais mettre green. Voilà. Et si je fais recharger, eh bien mes deux titres sont green, sont verts, hein, parce que les deux, c'est des H2, quoi. Voilà. Alors, tous ces codes-là, style CSS, il y a énormément de ressources en ligne. Si je recherche style CSS dans Google, je vais tomber sur quoi? Alors ça, c'est le site de Mozilla, c'est le site qui fait Firefox, les bases du CSS, voilà. Donc ça, des dictionnaires du CSS, voilà. Donc là, il en existe plein. Voilà, il y a des cours complets, il y a des vidéos YouTube, etc. Si vous avez envie d'aller plus loin un jour, on va voir un certain nombre, les plus importants, mais voilà. Alors, je vous avais montré la possibilité de mettre une bordure, je vous avais montré les marges, etc. Donc, on va aller voir ça. Alors, par exemple, sur un paragraphe, donc mes paragraphes, je vais dire que mes paragraphes, ils sont encadrés. Hein, donc là, on va mettre un petit cadre autour des paragraphes. Donc, un cadre, c'est une bordure, donc c'est border, deux points. Je dois toujours indiquer quelle épaisseur fait ma bordure. Donc, on peut mettre allez, on va mettre 3 pixels. Il y a différents types de bordures. Il y a les bordures solides qui sont simplement un trait, c'est la base, hein, en fait. Et il faut leur donner une couleur. Donc, les couleurs, je peux dire que c'est soit red, green, etc. Il y en a certains, pink, orange, etc. Mais si j'ai un code couleur, alors moi j'ai différents outils, comme par exemple dans Photoshop. Alors dans Photoshop, il est fermé, mais si je vais chercher mes pipettes, là, par exemple, je vais récupérer cette couleur-là. Voilà. Et bien, chaque couleur a un code hexadécimal. Voilà. Et donc, je peux parfaitement utiliser ce code hexadécimal, aller le mettre ici, et ça sera la même chose. Hein. Là, c'est pareil. Si je mets green, au lieu de green, je mets color. Alors, il faut bien mettre deux points, il faut bien faire attention à voilà, tout ça. Donc, lui, là, cet outil-là, il me permet de... Alors, je ne sais plus comment ça marche exactement. Non, je l'avais réussi à le faire là ce matin. Non. Ah si, voilà. Il m'affiche une palette de couleurs où je vais pouvoir aller contrôler tout ça. Voilà. Si je veux avoir une couleur plus précise, ou si je veux aller la récupérer dans un document dans Photoshop. Hein, si je veux aller, ici je vais ouvrir, j'ai une photo de chaton. Si je veux aller récupérer le vert qui est là, hein, je peux aller utiliser la pipette, prendre la pipette. Il me l'a mis en couleur de premier plan. Je l'ouvre ici, et là j'ai mon code hexadécimal. Je peux faire copier, bim, et coller. Voilà. Donc on va voir ce que ça fait maintenant. Donc si je fais ça, donc j'ai bien une bordure qui fait 3 pixels, qui est dans le vert que je suis allé récupérer dans l'herbe du chaton. Voilà. Alors maintenant on va aller voir les notions de marge. Les marges, dans le HTML, le CSS, on a les marges internes et les marges externes, le padding et le margin. Là, j'ai une bordure sur ce bloc. La marge interne, c'est la marge qu'il va y avoir entre la bordure et le contenu. Donc, typiquement, si je fais ici dans un paragraphe, j'ai mis une bordure, je vais mettre un padding. Voilà, et je vais dire que le padding, il fait 20 pixels, 20 px. Et là, je mets un point virgule, par habitude. Et maintenant, si je recharge, eh bien, j'ai bien une marge qui s'est mise ici. Alors, je pourrais dire que la marge du haut et la marge à droite et la marge du bas et la marge de gauche ne sont pas toutes à 20 pixels, mais j'en ai une à 5, une à 10, une à 2 et une à 27. Donc, pour faire ça, en fait, eh bien, je peux faire... Alors, si je mets une valeur, si je mets 20 pixels, la valeur de 20 pixels, elle va s'appliquer de partout. Donc, uniformément, je vais avoir 20 pixels en haut, en bas, à gauche, à droite. Si je mets 20 pixels et ici je mets 50 pixels, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir 20 pixels en haut, 20 pixels en bas, 50 pixels à droite, 50 pixels à gauche. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre en commençant par le haut, par midi en fait.
Donc, ici, j'ai 20 et 50. Donc, lui, il commence par ici. Alors, je vais le mettre comme ça. Donc, en premier, il trouve la valeur 20. Donc, il l'applique ici. Ensuite, il tourne, il trouve la valeur 50. Il l'applique ici. Il tourne encore, il n'y a plus rien. Donc, il revient au début, il prend 20, il le met là. Il tourne encore, il trouve 50, il le met là. Admettons que maintenant, je mets ici 100. Donc là, maintenant, j'ai 3 valeurs. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Donc, il va prendre la première valeur, ça va être 20. La deuxième valeur, ça va être 50, il va la mettre là. La troisième valeur, ça va être 100. Et comme il n'y a pas de quatrième valeur, et ben en fait, il applique la deuxième et non pas la première. Il ne tourne pas comme ça, en fait. Voilà. Alors, en règle générale, on ne met jamais trop. Enfin, ça m'arrive très rarement de mettre 3 valeurs. Voilà, c'est un peu tordu. Là, je pourrais mettre 0, par exemple. Et donc là, bah, typiquement, si je fais ça, donc là, j'ai vraiment en haut, à droite, en bas, à gauche. Je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, quoi, voilà. Donc là, ça, c'est faire 0, c'est pas terrible. Je vais plutôt mettre 30 pixels. Voilà, donc ça, c'est ma marge interne, c'est mon padding. Alors, j'ai aussi un autre type de marge qui sont les marges externes. Là, c'est les margins, 2 points, et ça fonctionne exactement de la même façon. Si je mets 100 pixels, voilà, et que je fais recharger, maintenant j'ai une marge en dehors de ma bordure, voilà, qui s'applique ici. Donc elle s'est appliquée en haut, à droite, en bas, à gauche. Voilà. Donc là, je vais mettre un peu moins parce que je ne vois plus rien. En plus, je suis comme ça sur mon petit écran. Voilà. Alors là, c'est pareil. Je pourrais faire en haut, mettre à 0. Et puis à droite, alors si je fais ça, ça va faire en haut une marge à 0. À droite et à gauche, 100. Et en bas, 0. Quoi. Voilà. Donc si je fais ça, voilà. Là, j'ai pas de marge. J'ai une marge à 0. Mon bloc image est collé à mon bloc texte. Voilà, donc pour essayer de jouer un peu avec ça, je vais en mettre un peu moins là, je vais mettre 10. Et puis là, je vais quand même. Je vais mettre 20 px. 20 pixels. Alors, il y a d'autres valeurs. On n'est pas obligé de mettre que des pixels. Il y a des valeurs relatives, les rem, les pourcentages, etc. Si vous tombez des fois sur des feuilles de style, vous verrez que les marges ne sont pas toujours forcément réglées, même très peu. Moi, j'utilise toujours les valeurs relatives, en fait. Mais bon, pixel, ça donne... c'est pas mal de comprendre ce que c'est que les... dans un premier temps, ce que c'est 100 pixels, ce que c'est 200 pixels. Voilà. Donc, j'ai mis ça comme ça. Qu'est-ce qu'on avait vu d'autre ce matin? Si je regarde là... color fond, les background color, bon ok pour mettre un background color, etc. Voilà. Alors, maintenant ici j'ai ça, donc j'ai mes paragraphes, ils ont fait la même chose. Donc moi ce que j'aimerais en fait maintenant c'est avoir ces éléments-là, avant les deux sous-titres là, pouvoir leur faire par exemple un fond à tous, dans cette bloc-là, faire un fond jaune par exemple, et ici rester sur un fond blanc. Donc pour ça, il va falloir que je fasse une boîte, une grande boîte. Je ne peux pas me faire un paragraphe dans lequel je vais aller mettre une image, un autre paragraphe et une liste à puces, etc. Il va falloir que j'aille créer une espèce de boîte, on va dire. Et donc une boîte en HTML, c'est un div. Donc moi je veux que mon div il commence ici. Voilà. Div, je crois que ça veut dire divider, c'est une division de la page en fait. Et donc je veux que ça s'arrête là. Voilà. Alors je vous ai dit tout à l'heure que c'était bien d'indenter correctement ces textes. Là je ne l'ai pas fait, donc c'est pas très bien. Ah oui, non, il m'a fermé ça, lui là. Div/div. Voilà, là je pourrais faire comme ça, l'indenter, ça serait un petit peu mieux. Bon, pas perdre trop de temps. Voilà, donc ici j'ai fait une première grosse boîte. Là je vais en faire une autre. Voilà. Donc, je peux tout à fait maintenant dire que mes divs, ils ont
une couleur de fond, donc un background-color. Alors je vais mettre un petit gris très clair. Alors un gris très clair, c'est par exemple EEE. Alors qu'est-ce que ça me fait? Voilà, vous voyez, ça m'a mis un petit fond gris comme ça. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'il y en ait un qui a un fond gris et l'autre qui n'a pas de fond gris. Donc pour ça, il va falloir que j'applique des classes. Alors une classe, ce matin, je vous ai dit qu'on pouvait l'appliquer à un paragraphe, par exemple. Ici, je peux mettre classe égale fond rouge. Alors une classe, c'est forcément un mot. Je ne peux pas écrire fond rouge. Et c'est moi qui invente, qui met ce que je veux. Ici, je pourrais parfaitement mettre bonjour ou chocolat ou ce que je veux. Voilà. Bon, je vais l'appeler fond rouge, c'est juste pour moi parce que c'est plus simple de me rappeler qu'ici je vais avoir un fond rouge. Et je vais ici mettre, comme c'est une classe, il faut que je mette un point. Voilà. Qu'il n'y a pas de point, c'est que c'est un élément HTML. C'est un paragraphe, c'est une liste à puces, c'est un titre, c'est un sous-titre, etc. Quand c'est un mot que j'ai inventé moi, donc une classe que j'ai appliqué à un autre élément, eh bien, il faut que je mette un point, quoi. Donc là, je vais mettre un background color, allez, je vais mettre red. Voilà. Donc là, bim, si je recharge, non, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah non, j'ai pas sauvegardé mon HTML, c'est pour ça. Voilà, donc là j'ai bien ce bloc qui est avec un fond rouge. Voilà. Et il est tout seul, les autres n'en ont pas. Il conserve les attributs des paragraphes que j'ai mis ici. Donc j'ai dit que mes paragraphes, ils avaient une bordure, un pas, etc. Et lui, il a un fond rouge. Alors le fond rouge, je l'ai appliqué à un paragraphe, mais je pourrais tout à fait l'appliquer à un div. Par exemple, je peux dire que ce premier div, donc la grosse boîte, elle a aussi la classe fond rouge, qui fait que tout ça, bim, a un fond rouge. Voilà, c'est pas très beau, ça fait un peu mal aux yeux. Donc voilà les classes. Alors les classes, comme je vous le montre ici, ça peut être utilisé plusieurs fois sur une même page. Alors il y a un autre truc qui ressemble, qui fait exactement la même chose que les classes, ce sont les identifiants. Mais l'identifiant, je l'utilise une seule fois dans mon HTML. C'est-à-dire que le div identifié fond rouge, eh ben lui, il s'appelle fond rouge. Alors, il faudrait que je mette un autre identifiant. C'est gros bloc, ou je sais pas, n'importe quoi, je mets ce que je veux. Et ça n'existe qu'une fois. Ça va servir à d'autres choses, par exemple quand on va faire des liens avec des encres, etc. Bon, on en reparlera peut-être, si, parce que ça, on va peut-être le voir dans WordPress. Voilà, ici, ça c'est un marqueur unique que je positionne à un endroit de ma page, en fait. Et là, je pourrais aussi tout à fait, dans les styles CSS, dire que, alors je l'ai appelé comment? Je l'ai appelé gros bloc. Faire comme C, sauvegarder. Et mon gros bloc, si c'est un identifiant, je ne vais pas mettre un point devant, je vais mettre un dièse. Voilà. Et lui, je vais lui dire qu'il a gros bloc, il a qu'est-ce qu'il a? On va lui mettre un text color. Allez, ça va pas être terrible, mais enfin bon, text color, 2 points, et on va mettre white. Voilà. Alors, je sais plus où je l'ai appliqué, mais donc qu'est-ce que j'ai fait là? Gros bloc, il est appliqué à quoi? Au premier div. Alors pourquoi ça marche pas? Ah, c'est pas text color, pardon, ça n'existe pas, text color, c'est color. Voilà. Donc si je fais ça, voilà, mon texte, bon, bah, évidemment, il est moins lisible, ça on en reparlera dans l'accessibilité, mais voilà, j'aurais pu faire ici, mettre un fond, pas un fond gris, bon, on va mettre un fond un peu plus sombre, donc je vais mettre un 555, 555, voilà. Et voilà, et là ça me fait un texte. Alors je pourrais aussi dire maintenant que mes liens, ben, ils sont pas bleus comme ça. Je vais faire lien, donc pour les liens, je vais dire A, color. Alors je vais pas mettre un... Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un CCC, un espèce de petit gris. 1, 2,
3, ou non, même carrément AAA. Voilà. Donc il apparaît un peu grisé, quoi. Voilà. Voilà. Donc après, voilà, ce principe des identifiants, des classes, etc., je peux les appliquer un petit peu partout. Donc voilà, moi c'était vraiment ça que je voulais vous faire comprendre. C'est la notion de classe que je peux appliquer et les classes auxquelles je vais pouvoir mettre des CSS, quoi. Est-ce qu'on avait vu d'autres choses? Non, je crois pas, hein, c'est tout. Hein. Ouais, non, les flex et tout ça, je vais pas vous parler de ça. On verra pas l'examen, c'est pas forcément utile. Mais voilà, système de div aussi, ça permet de faire après des mises en page avec des colonnes, etc. Voilà, le CSS, c'est pas seulement mettre des couleurs et mettre des détails de typo, c'est aussi gérer la position de mes éléments les uns par rapport aux autres. Je peux faire des colonnes, je peux faire voilà, des mises en page. Voilà, ça va beaucoup plus loin que juste ce que je vous montre là, c'est juste une petite initiation. Voilà, allez, je vais arrêter là. Déjà 40 minutes, ça va bien déjà.